Bonsoir à tous. Dans l'actualité, aujourd'hui, la riposte des islamistes en Algérie. Un groupe lié à Al-Qaïda affirme détenir 41 occidentaux sur un site pétrolier à l'est du pays. On ignore pour l'instant s'il y a des Français parmi les otages. 2 personnes auraient été tuées dans l'attaque. Le froid s'installe sur une bonne partie de la France. Le risque d'avalanche est toujours très élevé dans les Pyrénées. 12 départements du sud-ouest sont toujours en vigilance orange en région de la neige et du verglas. 2 informations développées dans l'édition nationale à 19h30. Dans l'actualité régionale, la forte mobilisation des agriculteurs à Melle aujourd'hui. Près de 300 d'entre eux se sont rassemblés devant la permanence de la ministre Delphine Batho et de son suppléant Jean-Luc Drapeau. Une action pour dénoncer la mise en place d'une directive européenne contre les nitrates. 8 à 10 ans d'emprisonnement, c'est la peine requise en fin d'après-midi par l'avocat général de la cour d'assises de la Charente à l'encontre de la mère de famille jugée depuis lundi pour le meurtre de sa petite fille juste après sa naissance. Le verdict est attendu tard dans la soirée. La série noire se poursuit pour les basketteurs de Poitiers. Ils ont concédé hier soir leur 6e défaite consécutive face à Cholet en Coupe de France. Ils s'inclinent devant leur public très mécontent, 50 à 73. Delphine Batho, tu nous fais prendre l'eau. C'est avec ce slogan sur une banderole que plus de 300 agriculteurs ont manifesté ce matin à Melle, le fief de la ministre de l'écologie. Venus avec une quarantaine d'engins, ils ont déversé du fumier devant la permanence du député Jean-Luc Drapeau, son suppléant. Une action pour dénoncer la mise en œuvre par la France de la directive européenne contre les nitrates. Au même moment, d'autres manifestations avaient lieu à Paris et dans plusieurs grandes villes. Sophie Gou, Sandrine Leclerc. Un tas de fumier stocké devant la permanence du député de Melle. Un message pour Delphine Batho, ministre de l'écologie, et Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture. La France doit en effet se conformer à la directive européenne sur les nitrates et impose donc des mesures plus strictes à ses agriculteurs. Raccourcissement de la durée d'épandage, mise aux nouvelles normes des installations. Pour la FNSEA et le mouvement des jeunes agriculteurs, c'est la directive de trop. Aujourd'hui, on nous rajoute de nouvelles normes liées à la directive nitrate qui rallongent les délais, les interdictions d'épandage. Ça oblige les agriculteurs à créer du stockage supplémentaire. C'est ce que nous sommes venus démontrer par cette piscine que nous construisons. Des agriculteurs qui, pour certains, remboursent encore les dernières mises aux normes et qui devront emprunter pour se conformer à la nouvelle directive. Alors pour les plus jeunes, c'est l'exaspération qui l'emporte. On n'est pas là pour polluer le sol, au contraire, on est là pour bien travailler. Donc faire des épandages raisonnés, on est capable de le faire. On n'a pas besoin d'une directive nitrate, même aussi draconienne. Là, c'est des bureaucrates qui ont sorti une directive et voilà, nous on doit s'adapter. Au bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises et il faut écouter un petit peu les agriculteurs avant de faire quelque chose, quoi. La FNSEA a aussi profité de sa présence dans le fief de Delphine Batho pour réclamer une nouvelle fois la levée du moratoire sur les bassines, un point de discorde qui dure depuis des mois entre le syndicat agricole et les irrigants d'un côté et les défenseurs de l'environnement de l'autre. Le verdict de la cour d'assises de la Charente est attendu dans la soirée. Depuis lundi, une mère de famille de 39 ans est jugée pour le meurtre de sa petite fille, quelques minutes seulement après sa naissance. L'accusée avait accouché chez elle, à Couljean, en avril 2010. Déjà mère de 2 enfants, elle avait fracassé le crâne du nourrisson. Les jurés sont en train de délibérer après avoir entendu les réquisitions de l'avocat général et la plaidoirie de la défense. Luc Barré, Christophe Guinaud. Entre 8 et 10 ans d'emprisonnement, c'est la peine requise cet après-midi par l'avocat général. Le procureur général a tenu compte du profil de l'accusée, une femme de 39 ans, avec un parcours professionnel sans problème, une vie de couple très dégradée. C'est aussi une femme qui a reconnu les faits, qui est en prison depuis 33 mois et qui est en pleine reconstruction psychologique. Pour l'avocat de la défense, cette réquisition est plutôt juste. Si elle n'a pas de réquisition criminelle, si la peine correspond au bas de l'échelle donnée par monsieur l'avocat général, Isabelle Festy l'acceptera. Parce que ça correspondra à sa réalité et à ce qu'elle souhaite. Se reconnaître à l'origine du décès de son enfant et se reconstruire pour ses enfants, ceux qui l'attendent, Enzo et Ethan. Dans ce procès, le compagnon de l'accusé et sa famille se sont portés partie civile avec l'intention de faire reconnaître par la Cour que Sébastien Gobaud, le mari, n'est pas responsable de la mort de son 3e enfant. Et cette audience aujourd'hui nous permet, mine de rien, par la parole qui est donnée à la partie civile, de dire les choses telles qu'elles l'ont vécues et en faisant abstraction de ce qui est présenté faussement comme
un comportement de Madame Festy qui résulte du fait que leur couple était pas bon, quoi, était insatisfaisant. Voilà, Monsieur Gobo était certes un mauvais compagnon, mais il n'a jamais incité à faire un truc pareil, quoi. Voilà. Après la plaidoirie de l'avocat de la défense, l'audience a été suspendue. Les 8 jurés sont actuellement réunis dans une salle du palais de justice pour délibérer. Le verdict est attendu tard dans la soirée. Comme prévu, la neige a surpris les Charentais ce matin. Si la ville d'Angoulême a été épargnée, la campagne charentaise a revêtu son manteau blanc avec 3 à 6 cm. Les déneigeuses mobilisées sont donc entrées en action. Jérôme Deboeuf, Cécile Landais. La neige a fait son apparition vers 5h30 ce matin. Le dispositif prévu a donc été lancé aussitôt sur les routes départementales. 24 camions équipés de lames et de saleuses. Les efforts se sont concentrés sur la partie est du département avec un circuit et des rotations bien précises sans lesquelles les routes seraient devenues très vite impraticables. On fait un passage en raclant et au retour, donc on racle et on met du sel. On met 20 grammes de sel. Les rotations des camions se sont poursuivies toute la journée en fonction des secteurs. Ce matin, il est tombé entre 3 et 6 cm de neige. Là, en fait, on fait du raclage-salage. Voilà, oui, parce que la neige tient sur la chaussée. Une neige qui a tenu et qui, la nuit prochaine, pourrait rester dangereuse sous l'effet d'un changement climatique. La nuit prochaine, ça va se compliquer énormément. Et là, il faudra que les automobilistes soient très prudents, puisque demain matin, on aura des températures négatives de moins 7 degrés. Donc toutes les chaussées qui seront encore mouillées ou toutes les chaussées qui seront encore enneigées sont extrêmement glissantes. Malgré ce regel, les transports scolaires restent maintenus par le Conseil général de la Charente. L'annulation du ramassage scolaire se fera au cas par cas. Des permanences téléphoniques sont mises en place auprès des transporteurs qui assurent ce service pour le Conseil général. Et vous l'avez vu avec les prévisions météo de Delphine Roux, la nuit prochaine s'annonce glaciale avec des températures qui vont descendre jusqu'à moins 6 degrés dans la Vienne. Le préfet a déclenché le niveau 2 du plan grand froid. Cela signifie que la Croix-Rouge va effectuer ce soir des maraudes à Poitiers et les sans domicile fixe vont pouvoir passer la nuit au gymnase des Écossais. Les habitants de Saint-Georges de Didonne en Charente-Maritime sont en pleine campagne électorale. Ils sont appelés aux urnes le 3 février prochain pour des élections municipales anticipées. Ce vote a un petit peu plus d'un an du terme normal du mandat et la conséquence de conflits à répétition au sein du conseil municipal. Il devrait y avoir 3 listes, dont celle de la maire sortante. Olivier Rioux, Patrick Messner. C'était tout à l'heure dans un bistrot Saint-Georges. Madame le maire lançait officiellement sa campagne pour les municipales. Hier à midi, il n'y en avait que 2. Il n'y en avait que deux déposés. Françoise Brouard se présente donc pour la première fois au mois de février, histoire de terminer son mandat. Mais ira-t-elle aussi se présenter au scrutin de 2014 dans quelques mois? 13 conseillers sortants se représentent sur cette liste et il y a 16 nouveaux conseillers qui se présentent à cette élection. Donc pour les 16 nouveaux, effectivement, ce sera une continuité vraisemblablement pour 2014. Hier, même endroit et rencontre avec une nouvelle venue, ou presque. Danielle Couder, ex-adjointe de Dominique Bussereau en 2008, ex-adjointe de Françoise Brouard aussi, se présente cette fois avec sa propre liste, Saint-Georges d'abord. La succession est compliquée parce que Dominique Bussereau a imprégné depuis 25 ans, un peu plus de 25 ans, vraiment a été le personnage politique, le personnage, l'ami des Saint-Georgais également. Donc c'est très difficile de prendre sa suite. Et oui, la succession de Dominique Bussereau à la tête de Saint-Georges est compliquée. 2 démissions, 3 maires en 4 ans. Voilà le décor planté. Vous regardez les prix. Quand vous êtes à Clermont-Ferrand ou à Tours, que vous soyez à Saint-Georges ou que vous soyez à Vaud, ça ne vous pose pas de problème. Dans un appartement feutré sur le front de mer, réunion privée. L'autre candidat, Jean-Marc Bouffard, lui, veut faire table rase du passé. C'est en tout cas un moment où les Saint-Georgais ont la possibilité, effectivement, de redonner à cette ville un nouveau souffle. On n'a pas de prétention, mais on connaît un peu les choses quand même de manière assez précise depuis maintenant 5 ans. Et ce que nous avons découvert n'était pas ce que nous avions imaginé. Et donc aujourd'hui, il y a urgence à redresser la situation. La campagne officielle va débuter dans quelques jours, du 21 janvier au 2 février. 3 candidats déclarés, tous sans étiquette. Reste une grande inconnue, le taux de participation pour une élection que certains qualifient d'intermédiaire, mais incontournable pour gagner celle de 2014.
On connaissait les distributeurs de lait, les distributeurs de pain. Voici maintenant les distributeurs de produits de parapharmacie. Le pharmacien de Verteuil en Charente a installé à la porte de son officine une machine automatique qui distribue des produits comme les pansements, les biberons, bien tout simplement du paracétamol. C'est une première dans le département. Alors l'idée, c'est de pouvoir dépanner les clients 24 heures sur 24, mais aussi de maintenir la clientèle dans le village. Anne-Marie Baillarger, Laurent Gauthier. Au nord d'Angoulême, en pleine campagne, de la parapharmacie disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le premier distributeur automatique est installé à Verteuil en Charente. C'est quoi ça? Tous les produits d'hygiène, par exemple, bon, si vous avez besoin d'un savon, d'un dentifrice, le soir, bon, ou le week-end, pour vous dépanner. Voilà, ah, c'est bien, bon, c'est bien. C'est le progrès. Imaginé et construit par une société lozérienne, ce distributeur mis en place depuis quelques semaines apporte une touche de modernité dans ce petit village traditionnel de 700 habitants. C'est une machine moderne et on ne s'y attend pas dans un tout petit village comme Verteuil. Et ça fait partie des choses que les commerçants mettent en place pour avancer et rendre la vie pratique dans nos petits villages de France. C'est très très intéressant. La pharmacienne de Verteuil voyait son chiffre d'affaires fléchir et les médecins partir depuis quelques années. Alors l'automate sert de lien direct. Pour essayer de garder notre pharmacie ouverte et dans le village, quoi. Alors comme le village a actuellement une augmentation d'activité, on s'est placé sur cette optique-là dans notre domaine pour essayer de, nous aussi, aller dans ce sens-là. Et de garder nos clients. Le distributeur offre un nouveau service de proximité. Cette nouvelle façon de consommer permet de maintenir le commerce dans les villages, comme celui de Verteuil-sur-Charente. Dans le Vendée Globe, une mauvaise journée pour François Gabard sur son bateau massif. Le skipper charentais est à l'arrêt dans le Poteau Noir. Il est toujours leader, mais il a perdu 150 000 nautiques sur les dernières 24 heures. Armel Lecléache s'est donc rapproché à seulement 78 000. Les deux leaders sont normalement attendus, si le vent se renforce un peu, au Sables-d'Olonne le dimanche 27 janvier. La situation devient grave pour les basketteurs poitevins. Ils ont encaissé hier soir leur 6e défaite consécutive à l'occasion des 16e de finale de la Coupe de France de basket. Ils se sont inclinés à domicile face à Cholet, 50-73. Un tout petit match des hommes de Rudinellum. Freddy Vetto et Romek Gazirovski. Fin du match entre Poitiers et Cholet. Le speaker de Saint-Éloi arrive à peine à masquer les sifflets des supporters poitevins. Le public n'apprécie pas la médiocre prestation de son équipe. Illustration en début de 3e quart-temps. En 4 minutes, le PB 86 commet 2 marchés, perd 2 balles et shoot 2 fois sans toucher le cercle. Les joueurs de Rudinellum sont aux abonnés absents. On n'a pas montré un bon visage. On a plutôt été sans énergie, sans force, notamment en deuxième mi-temps. Et pour un match à la maison, notre prestation n'est pas cohérente. Elle est plutôt proche d'une équipe aujourd'hui qui n'a pas joué véritablement le match. Sans être brillant, Cholet profite de l'apathie et du manque d'adresse des poitevins. 27% de réussite seulement au cours du premier quart-temps. Les 10 points de Pape Badian au cours des 10 minutes suivantes permettent au PB 86 de rester au contact, 30-37 à la mi-temps. Mais la performance du capitaine poitevin et la combativité d'Anthony Dobbins ne sont qu'illusions. La défense prend l'eau, Cholet se détache et plonge un peu plus le PB 86 dans ses doutes. Pour moi, l'alarme elle est sonnée. De toute façon, là, on peut plus se permettre de se dire oui, on n'a pas été assez agressif ce soir. Normalement, ça ne doit pas être l'enjeu. Si on perd, on doit perdre parce que l'adversaire est plus fort. Un point c'est tout. On n'a pas le droit de se permettre, surtout à domicile, de se laisser marcher dessus sur la fin et de se prendre 20 points dans les dents, quoi. Score final, 50-73, fin de l'aventure du PB 86 en Coupe de France. Place au championnat samedi. À Nanterre, les poitevins pourront compter sur Lamine Kanté, de retour hier, et peut-être sur Antonio Grant, que les dirigeants souhaitent recruter. Dans le rallye Dakar, le motard Olivier Pain a regagné 2 places aujourd'hui au classement général au terme de la 11e étape qu'il a terminé à la 14e place. Il est ce soir 7e, mais tout de même à plus d'1 heure du leader Cyril Després.
À 2 semaines de l'ouverture de la 40e édition du Festival de la BD d'Angoulême, le directeur artistique Benoît Mouchard annonce son départ après 10 ans passés au festival. Il va rejoindre les éditions Casterman comme directeur éditorial au mois de mars prochain. C'est l'un des pires aspects du franquisme en Espagne. Des dizaines de milliers d'enfants retirés à leur mère républicaine et déclarés morts pour être confiés ou vendus à des familles proches de la dictature. Ces enfants volés sont au cœur d'un documentaire projeté ce soir en avant-première à la médiathèque de Poitiers. Un film choc sur un sujet tabou en Espagne qui sera diffusé samedi après-midi sur notre antenne à 15h25. Les 2 réalisateurs, 2 journalistes français installés à Madrid, étaient ce midi les invités du journal. Jérôme Doumingue. Dans l'Espagne de l'après-guerre civile, les mères prisonnières politiques se voyaient dépossédées de leurs bébés. Des enfants nés d'une famille républicaine. Les chiffres varient de 30 000 à 300 000. Quoi qu'il en soit, tous ont été victimes de la vengeance et de la répression idéologique. C'est l'eugénisme, pensant qu'il y avait un gène rouge communiste qu'il fallait nettoyer. Donc ces enfants étaient replacés dans des familles franquistes. Ça, c'est écrit dans l'histoire d'Espagne, on le sait, on le connaît. Ce qu'on savait moins, c'est que ça a perduré, que l'idéologie franquiste a continué et on s'aperçoit qu'elle a continué jusqu'en 1987. Des médecins, des religieuses ont été les complices de ces vols et de cette traite organisée de nourrissons. Aujourd'hui, ces enfants volés ont grandi. Ce documentaire raconte ce passé que beaucoup croyaient enterré. Sans compter sur les mères qui n'ont pas oublié et leurs enfants qui veulent la vérité. C'est les réseaux sociaux qui ont fait exploser toutes ces histoires, les enfants qui savaient pour certains qu'ils étaient adoptés, qui ont cherché leurs parents, et tout ça qui a fait que les gens se sont dit « mais c'est mon cas, c'est mon histoire qu'elle est en train de raconter, cette jeune fille ». Ce documentaire dit aussi l'attitude de l'actuel pouvoir en place, le gouvernement conservateur, qui se refuse à ouvrir les archives de l'état civil. Dans un instant, comme chaque soir, votre édition Atlantique. Bonsoir Pascal Foucault. Alors on parlait tout à l'heure des nitrates. La ville de La Rochelle s'est justement attaquée au problème il y a plusieurs années. Oui, bonsoir Fabrice. Nous verrons que la ville a acheté un terrain de plusieurs dizaines d'hectares autour de l'un des points de captage en eau potable. Un terrain sur lequel il est interdit de répandre des pesticides à l'origine des pollutions. Et puis il y a aussi des arbres de différentes variétés qui, eux, ont été plantés pour absorber les polluants. Et au finish, ça marche. En l'espace de quelques années, les taux de nitrates ont diminué. C'est ce que nous verrons à tout de suite. Merci Pascal, c'est juste après vos prévisions météo à 19h30. L'édition nationale, l'actualité régionale reviendra dans le Soir 3 et demain à midi pile avec Patricia Perrin. Excellente soirée à tous. L'info régionale continue sur France 3.